20 minutes, 25 minutes de... Mais il faut qu'on réagisse, autrement on va se bouffer les couilles. Hein. Bonjour et bienvenue à tous sur JPP spécial finale de l'Euro. Je ne suis pas Adrien Vicente. Je ne suis pas Nelson Palesnierman. Mais il y a un léger décalage entre nous. La dernière fois j'étais dans un lieu public déjà pour enregistrer le podcast. Maintenant je suis sur un lieu on ne peut pas plus public étant donné que je suis à côté de l'office de tourisme de Biscarrosse pour enregistrer cet épisode. C'est les joies du travail saisonnier, c'est de ne pas avoir une vraie connexion internet et de devoir se débrouiller. Passez vos vacances à Biscarrosse. Donc, Biscarrosse, la plage des Landes de la Toulouse. finale de l'Euro, donc on va... excellente pub pour l'office du tourisme. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est qu'on va donc commencer cette fois-ci d'abord par le football, et si on a le temps, donc en clair, si ma batterie de téléphone ne lâche pas, on enchaînera par une petite discussion sur la non-candidature de Nicolas Hulot. J'ai l'impression d'être en 2007 et en 2012 en disant ça, et le problème des écologistes. D'abord, évidemment, l'événement qui a bougé la France entière. La France a battu pour la première fois depuis 1958 l'Allemagne hier soir en demi-finale, 2-0. Alors c'était pour moi un match très particulier, donc je vais d'abord laisser parler Adrien. Adrien, est-ce que, question très claire, est-ce que la place en finale de la France est méritée, d'abord par rapport à la demi-finale et ensuite par rapport au tournoi, et est-ce que tu penses qu'ils vont foutre une bonne branlée au Portugal? Alors ça fait beaucoup de questions. Oui, je pense que c'est mérité. Je tiens d'abord à dire que j'ai encore du mal à me remettre mentalement de la prestation d'Antoine Griezmann hier soir. Oui, c'est mérité. Une victoire 2-0, c'est toujours une victoire 2-0. Je pense que c'est assez clair pour dire que c'est mérité. Alors même si il y a un penalty sévère en fin de première mi-temps, je pense qu'il y a quand même une main dans la surface, même si effectivement elle n'est pas évidente et ça aurait pas été non plus un scandale de ne pas la siffler. Mais bon, après voilà, on a une victoire 2-0. Alors même si, comme l'a dit Joachim Löw, l'Allemagne a plutôt dominé le match, a eu plus d'occasions, a eu plus de possession de balles, oui, mais c'est aussi ça qui fait la beauté du foot, c'est-à-dire que c'est pas toujours le meilleur qui gagne et c'est pas toujours l'équipe qui domine le plus qui gagne. Et comme je l'ai dit au début, la prestation stratosphérique d'Antoine Griezmann fait que c'est la France qui a gagné, et oui, ça me paraît tout à fait juste, et oui, je pense que la France mérite d'être là, en tout cas, même si elle n'a pas forcément eu le parcours le plus difficile, en tout cas par rapport à son adversaire en finale, clairement le parcours était un peu plus difficile. Et j'espère et je pense qu'on va battre le Portugal. Voilà, mon prono personnel c'est 3-1 pour cette finale qui arrive, et j'ai hâte de la voir. Oui, moi je vais exprimer mon ressenti. Alors c'est toujours très bizarre quand on a une double nationalité de voir un match entre guillemets ces deux nations. C'était assez spécial. Je l'ai regardé avec mes collègues saisonniers au camping, et eux ils étaient tous pour la France évidemment, donc voilà. J'ai eu le droit à une ou deux vannes sur les Allemands, certaines drôles, certaines un tout petit peu moins et un peu lourdes, où je leur ai dit clairement ça va, je l'entends depuis que je suis petit, on va peut-être arrêter avec ce genre de blague. Je pense que j'ai pas besoin d'expliciter de quel type de blague je veux parler. Je pense que cher monsieur Godwin a déjà été assez clair à ce niveau-là. Voilà, après, très honnêtement, j'ai bien aimé le match parce que les deux équipes se sont bien battues et ont vraiment tout donné au niveau du match. Ouais, je suis d'accord. Après, pardon ? Je suis d'accord, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir aussi. Au-delà du fait que c'était une victoire française, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir, il y avait beaucoup de qualité, quoi. Oui, clairement. Voilà, c'est vrai que les Allemands ont eu plus de possession de balle, même si, il faut être honnête, les premières 5-10 minutes, les Allemands ont un petit peu souffert quand même. Oui, voilà, c'est ce que... D'ailleurs, j'ai cru que tu m'avais piqué mon statut Facebook quand tu as parlé de C'est ça la beauté du foot. C'est ce que j'ai marqué sur Facebook, justement, en disant que, oui, effectivement, les Allemands ont plus eu la balle, etc. Mais comme le disait mon cher papa, le football, c'est pas du patinage artistique, c'est pas parce que tu joues bien que tu gagnes. Donc voilà, et puis les Français ont pas fait un match moche. C'est pas comme
d'autres matchs de l'Euro où les équipes ont fait des matchs dégueulasses et sont passées quand même. Un petit coucou aux Portugais qui nous écoutent. Il faut être très clair, les Français ont été extrêmement réalistes. Je pensais pas qu'au Portugal, mais oui, il y a notamment le Portugal évidemment dans l'eau. Non, voilà, ce que je voulais dire, c'est que les deux équipes ont fait un beau match. Les Allemands, depuis le début de la compétition, ont toujours eu un petit peu de mal devant les buts. Et là, hier, ça a été fatal. Voilà, quand tu rencontres une équipe, quand tu rencontres la meilleure attaque de l'Euro, ben forcément, tu peux pas te permettre de rater certaines occasions. Et c'est ce qui est arrivé à l'Allemagne hier soir. Juste petite parenthèse, certains se demandent si Joachim Löw doit continuer. C'est quand même un mec qui nous a envoyé 6 fois en demi-finale de différentes compétitions, donc c'est pas non plus un sélectionneur dégueulasse. Et puis grâce à qui l'Allemagne est devenue championne du monde. Voilà, je pense qu'il a encore toute sa place. Après, la question est de savoir si certains joueurs vont rester après l'Euro, notamment Schweinsteiger et Podolski qui sont là depuis 2004. Schweinsteiger qui a eu beaucoup de mal hier, mais je pense pas que ce soit parce qu'il est trop vieux. Je pense que tout simplement il a eu énormément de mal à se remettre de sa longue période de blessure et il n'était pas prêt pour l'Euro, mais c'est le capitaine, c'est dur de mal prendre. Il l'a pris et Khedira n'était pas là, donc forcément il y avait pas de choix. De là à dire qu'il a fait un match dégueulasse, c'est pas le cas. Il a fait une main effectivement qui n'a pas été belle, mais bon, Boateng a fait la même chose au tour précédent. Donc bon voilà, la France mérite d'être en finale de l'Euro. J'aurais préféré que l'affiche d'hier soir soit la finale de l'Euro parce que là on aurait eu deux équipes qui méritent clairement d'être en finale. Et voilà, j'espère qu'ils vont battre le Portugal parce que ce serait dommage de terminer un Euro où on a eu tellement de bons moments avec le Pays de Galles, l'Islande, l'Irlande, etc. Par une victoire d'une équipe qui a gagné un seul match depuis le début de la compétition. Ouais, comme je l'ai vu passer sur les internets, en 2004, le Portugal trouvait ça scandaleux que l'équipe hôte se fasse sortir par une équipe qui a eu un jeu dégueulasse tout au long de la compétition. Maintenant, bizarrement, ça le dérange moins. Ah bah oui, non, mais c'est clairement ça. Il faut le dire clairement. Le Portugal n'a pas fait une bonne compétition. On a eu des bons joueurs portugais. Je pense notamment à Renato Sanchez, qui est un peu une des révélations de cet Euro. Pour moi, voilà, je n'aime pas trop CR7, donc je ne vais pas m'exprimer sur lui, parce qu'on va penser que c'est pas objectif. Après, voilà, je trouverais ça dommage, et voilà, je vais citer le dessin que j'ai fait après la qualification du Portugal que j'ai mis sur la Greta. Pourcentage de Portugais favorable au système du meilleur troisième, et j'avais mis quasiment 0% jusqu'au premier tour, et d'un coup ça monte jusqu'à la demi-finale où ça passe à 100%. Donc voilà, j'ai rien contre le système du meilleur troisième, même si c'est un système un peu bizarre, etc. Mais ça nous a permis de voir des belles équipes durant tout le tournoi, c'est l'Euro à 24. Et d'ailleurs, je vais te demander directement, qu'est-ce que toi tu penses de l'Euro à 24 comparé à l'Euro à 16 ? Bah oui, donc sur ce système des meilleurs troisièmes, je comptais en parler de toute façon parce que c'est vrai que cet Euro nous a montré qu'on a eu deux moitiés de tableau qui étaient tellement inégales l'une et l'autre, quoi. D'un côté on avait, j'avais vu un visuel comme ça où il disait que d'un côté on avait je sais plus combien de coupes du monde et d'euros, alors que de l'autre côté on n'avait absolument rien. Toutes les équipes qui étaient dans une moitié de tableau n'avaient rien gagné. N'avait gagné aucune compétition majeure et oui, ben enfin clairement ça pose des questions, quoi, parce qu'on a eu dans la moitié de tableau où étaient la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Bah clairement ces quatre équipes auraient pu se hisser en demi-finale avec un tableau un peu plus équilibré. Donc je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, mais clairement à mon avis c'est pas bon. Le système en l'état n'est pas satisfaisant. Le fait qu'il y ait aussi beaucoup d'équipes, le fait qu'on ait des huitièmes de finale ne l'arrange pas forcément, puisque si on a un tableau qui est déséquilibré, du coup ça fait que dès les huitièmes ou en tout cas dès les quarts, on peut avoir des gros chocs. Je pense notamment au système de la Copa América qui lui aussi marche avec des meilleurs troisièmes, mais qui lui commence on a des meilleurs troisièmes, mais il y a, si ma mémoire est bonne, 12 équipes. Du coup, on commence direct en quart de finale, et bon, s'il y a un choc dès les quarts de finale, au pire, c'est une compétition avec peu d'équipes, donc c'est pas très grave. Ouais.
Après, effectivement, tu as raison, hein, il y a eu, déjà il y a eu un gros choc des huitièmes de finale, étant donné qu'on a eu Italie-Espagne, qui est quand même la finale de l'Euro précédent, dès les huitièmes. Après bon, c'est de la faute entre guillemets de l'Espagne, hein. Ils avaient qu'à finir premier de leur poule, et dans ce cas-là ils se seraient retrouvés dans le tableau beaucoup plus simple et dans le plus gros obstacle aurait été, bon après ça aurait été de nouveau dès les huitièmes, hein, ça aurait été le Portugal, mais là pareil, la force au Portugal, étant donné qu'ils ont fini parmi les meilleurs troisièmes. Je pense que le problème c'est que le système, si je peux me permettre, il a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire d'un côté un euro très resserré où on a vu que des très grosses équipes tombent dès le premier tour parce que les poules sont extrêmement compliquées. Je me souviens par exemple du dernier euro, l'Allemagne a été dans la poule des Pays-Bas dès le premier tour. Je me suis dit, déjà ça te calme. Je sais plus trop qui c'est qu'il y avait d'autres dans la poule, mais en tout cas c'était assez le relevé. Je crois qu'il y avait la Croatie aussi, en tout cas, donc bon, des grosses équipes. Et d'un autre côté, une compétition à 32 équipes, donc comme la Coupe du Monde, où là, des huitièmes de finale sont justifiés, étant donné qu'à partir du moment où on élimine la moitié, il t'en reste 16, donc effectivement ça fait huitièmes de finale. Donc ce système de meilleur troisième, où t'en as deux qui sont vraiment comme des cons, parce que au final, sur 6 troisièmes, il y en a quand même 4 qui vont en huitième, donc petite pensée pour les pauvres Albanais notamment, qui eux du coup ne sont pas allés plus loin. Et je sais plus d'ailleurs qui est l'autre troisième qui ne s'est pas qualifié. C'est une excellente question, je ne le sais pas non plus. Mais voilà, c'est un peu. Pardon ? C'est une excellente question, je ne le sais pas non plus. Voilà, j'arrive pas à me souvenir du tout de qui c'est. En tout cas, voilà, c'est un système un peu bâtard, un peu entre deux. D'un côté, moi c'est vrai que j'aime bien que du coup on a vu des équipes pour qui c'était le premier tournoi, hein, comme l'Islande, le Pays de Galles, ça faisait longtemps. Je crois qu'ils étaient déjà allés à une Coupe du Monde, mais jamais à un Euro. Et là ils vont jusqu'en demi-finale, bon, même si leur tableau était plus facile. Après voilà, je pense que pareil, le système des chapeaux n'a pas été très bon là encore une fois, donc à protéger plus certaines équipes que d'autres, même si au final certaines équipes qui entre guillemets étaient protégées comme le Portugal, mais au final ils ont fini troisième plutôt que de finir premier ou voire deuxième. Mais je commence à sonner comme un mec vraiment primairement anti-portugais, alors c'est pas du tout le cas. Je suis seulement primairement anti-Cristiano Ronaldo et pas anti-portugais. Gros bisous à tous les Portugais qui écoutent, c'est-à-dire à toi Miguel. Et puis voilà. Donc voilà, je voulais justement ton avis sur est-ce que pour toi il faut agrandir encore un peu plus, donc et dans ce cas-là t'as quasiment t'as les 3/4 des équipes européennes dans une compétition, ou est-ce qu'il faut qu'on repasse à 16, mais dans ce cas-là on passe à côté de belles équipes comme l'Islande? C'est une excellente question. C'est toujours difficile de repasser à un truc plus petit quand on a élargi la compétition, mais après, et surtout qu'il y a quand même une question de droit télé qui fait que plus de matchs égale plus de thunes, et faut pas se leurrer, c'est quand même pour ça qu'ils ont élargi l'Euro. Après, si on commence à faire un Euro comme la Coupe du Monde avec 32 équipes, ouais, comme tu dis, à part Gibraltar, les Féroé et le Liechtenstein, on n'aura pas beaucoup d'équipes qui n'y participeront pas, quoi. Même si là, on a vu même avec un Euro à 24 équipes, les Pays-Bas étaient capables de pas s'y qualifier. C'est ça. Justement, j'ai une pensée qui vient de me traverser l'esprit et je me dis, ça se trouve, ça peut résoudre tous les problèmes de l'Euro. Comment je me la pète trop en disant ça quand même. Éventuellement faire comme dans le bon vieux temps de la Coupe du Monde où beaucoup de gens ont oublié, il y avait une deuxième phase de poule, donc un vrai deuxième tour. Et éventuellement on pourrait faire, pourquoi pas, une deuxième phase de poule où il n'y aurait que 3 équipes par poule, ce qui serait pas forcément très gênant. Là attends, du coup, alors j'essaie de calculer du coup. Si tu prends les 2 premiers de chaque poule, donc ça fait 12 équipes, tu les répartis en 4 poules, ouais c'est bon. Ensuite les premiers vont en demi-finale, donc ça pourrait le faire. Ton avis, Adrien, est-ce qu'on remplit une feuille et on l'envoie tout de suite
à l'UEFA. Oui, après ça poserait toujours le problème de quand tu as une poule à 3, ou en tout cas avec un nombre impair, les deux dernières équipes, tu peux pas avoir les deux derniers matchs qui se jouent en même temps, et du coup il y a une équipe qui est avantagée, puisqu'elle sait quel résultat elle doit faire pour se qualifier en finale. D'ailleurs c'est pour ça que c'est entre autres pour ça que ça avait été abandonné en Coupe du Monde, notamment grâce au mythique match de second tour pendant la Coupe du Monde 78 entre l'Argentine et le Pérou. L'Argentine savait qu'elle devait exploser le Pérou pour se qualifier pour la finale, et comme par hasard, cette superbe sélection qui jouait à domicile sous une dictature s'est imposée 6-0 et s'est qualifiée pour la finale au détriment du Brésil. Et puis bizarrement, le lendemain, la tête du Pérou envers l'Argentine, je crois, avait disparu ou un truc comme ça. Il y avait plus de. Ils avaient trouvé un accord sur la dette du Pérou envers l'Argentine ou un truc comme ça. Il s'est dit beaucoup de choses, oui, qu'il y avait une livraison de je sais plus combien de tonnes de blé ou de maïs ou un truc comme ça, genre le cadeau en échange. Mais bon, oui, clairement, il y a quelques soupçons qui pèsent sur ce match. Oui, justement, un autre match que je vais citer à ce niveau-là pour montrer que je suis pas entièrement chauvin, même si je le suis un petit peu quand même. L'Allemagne avait fait la même chose justement en gagnant, en faisant un match contre l'Autriche. Je sais plus exactement à quelle Coupe du Monde c'était, mais où ils avaient justement gagné. Ils avaient marqué le 1-0 contre l'Autriche, et un 1-0 était le seul score qui qualifiait et l'Allemagne et l'Autriche pour le second tour, et donc du coup éliminé l'Algérie qui le match d'avant avait battu l'Allemagne. Et du coup, les mecs se sont amusés à faire la passe à 10 ensuite pendant tout le reste du match. Donc c'est voilà une page un peu loin du foot allemand, et c'est aussi ce qui avait poussé à l'époque à commencer à réfléchir on devrait peut-être faire les deux derniers matchs en même temps pour éviter qu'on ait ce genre de problème. Donc je vois exactement ce que tu veux dire. Donc pour un peu clôturer donc cette page foot, je vais te demander, donc je vais rappeler d'abord le pronostic que tu as fait. Donc tu as dit que la France battrait le Portugal 3-1. Donc ce sera rajouté au pari où je signale entre parenthèses que nous sommes à égalité parfaite avant la finale. Donc c'est le score qui va vraiment être décisif, parce que vu qu'on parie le vainqueur, donc comme je vais le dire dans 30 secondes, du coup si on a raison, on marquera tous les deux un point et on sera à la même situation. Donc seul le score, le meilleur score décidera entre nous deux. Moi je vais parier un clean sheet comme contre l'Allemagne, 2-0, voilà, on n'en parle plus. Et je sens un petit buteur surprise, tu vois, évidemment tout le monde s'attend à Griezmann, Payet, etc. Je sais pas, moi je vois un petit Umtiti, ouais. Il m'a bien fait kiffer là pendant la demi-finale. Franchement, il y avait beaucoup de gens qui étaient connus Umtiti ou Barça. Pourquoi? Je pense que hier soir, il a montré pourquoi Umtiti ou Barça. Il a vraiment fait un très très bon match, contrairement à Mustafi, lui qui est rentré lorsque Boateng s'est blessé. Même si je dois signaler quand même le bon match de Vedès, qui lui a fait un bon tacle sur Giroud juste au moment où Giroud allait justement mettre le 2-0 avant que Griezmann ne s'en charge. Voilà. Et donc Adrien, je voudrais savoir quel pour toi a été ton meilleur souvenir de l'Euro, ou le truc que tu garderas vraiment en tête, et la pire chose que tu as vue dans cet Euro. Alors, ça va être difficile parce que j'ai pas vu jouer le Portugal, donc je pourrais pas dire la pire chose que j'ai vu jouer pendant cet Euro. Le meilleur souvenir que j'ai de cet Euro, je pense que c'est le seul match que j'ai vu vraiment en mode supporter. C'était le 8e de la France contre l'Irlande, que j'ai vu dans un bar irlandais à Madrid, mais où il y avait que des Français, ou presque que des Français. Donc ça c'était vraiment cool. J'ai vraiment vibré, et puis j'ai vu à la fin du match cette figure légendaire du supporter irlandais qui nous a applaudi et qui est parti tout sourire. Voilà, donc ils existent, les supporters irlandais que tout le monde aime, qui sont fair-play. Quant à un mauvais souvenir de cet Euro, en tout cas un souvenir qui me marquera pas tant que ça, qui m'a marqué, mais négativement. Alors après c'est purement du chauvinisme, c'est purement du oh putain c'est encore eux qui ont gagné, mais
le 8e entre l'Espagne et l'Italie. Bon voilà, j'ai un peu de mal avec les Italiens et j'habite en Espagne, donc ça m'a un peu chagriné, même si je reconnais que la victoire italienne était tout à fait méritée. Et si tu savais comme ça m'arrache la gueule de dire ça. Oui, tu m'étonnes. Bon, après, en plus, il faut le rappeler, tu es d'origine espagnole, donc c'était double lame là pour toi après ce match. J'avoue que pour nous, et quand je dis nous, je sais que c'est très compliqué quand je dis nous, du coup, ils parlent des Français, ce con, ou des Allemands. Là, je parle des Allemands. Pour nous, c'était vraiment le match. Bon, quoi qu'il arrive, on va se taper une équipe qu'on n'a absolument pas envie de rencontrer, donc soit l'Espagne, soit l'Italie. Donc forcément, mon meilleur souvenir sera Allemagne-Italie, étant donné que l'Allemagne n'avait jamais battu. C'était le pire encore que les Français considèrent que l'Allemagne et leur chat noir était leur chat noir, donc jusqu'à hier soir. Mais l'Italie, c'est encore pire parce que l'Allemagne n'avait vraiment absolument jamais battu l'Italie en compétition officielle, là où la France avait quand même au moins en 1958 battu l'Allemagne dans un misérable match pour la 3e place. D'ailleurs, il y avait un gros score, je crois que c'est fini 4-3 ou un truc comme ça. Donc, Juste Fontaine, toujours dans nos cœurs. Oui, voilà, tout à fait. Et oui, De Gaulle était encore président à l'époque, c'est pour dire. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment extraordinaire, aussi parce que j'étais au match et que j'y étais avec des vrais supporters allemands qui ont suivi tout l'Euro. Donc d'ailleurs, j'ai pensé pour eux l'époque qui, du coup, ne retourneront pas à Saint-Denis. Donc leur chemin s'arrête à Marseille, mais du coup, ils ont vu du pays et ça a été très agréable. Et donc, c'est le premier match que j'ai vu de ma vie en compétition officielle en plus. Et quel match! Donc je vais me l'encadrer celui-là et je sais qu'au moins j'aurai un truc à raconter à mes gosses. Et le pire souvenir, voilà, c'est vraiment ce système à 2 tableaux qui me fait bien chier. Parce que voilà, il faut le dire très clairement. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, selon moi, si tu inverses un adversaire de chaque côté, c'est-à-dire que tu as France. Alors on va dire France-Galles pour que tout le monde puisse faire des blagues et Allemagne-Portugal. Bon, mais la finale de l'Euro, c'est France-Allemagne. Pour moi, il y a même pas de doute là-dessus. Et encore, je sais même pas si avec un parcours plus difficile, le Portugal serait passé. Après, comme on dit, sur un malentendu, ça peut passer. Donc ils peuvent très bien gagner en finale maintenant qu'ils y sont. Voilà, ça me laisserait un goût amer parce que je me dis quand même que c'est un Euro dans lequel on a vu vraiment du beau spectacle, on a vu des belles équipes qui ont tout donné, et voilà. Autant Evra champion d'Europe, je ne serais pas enthousiaste, autant Cristiano Ronaldo champion d'Europe, ça me ferait vraiment extrêmement mal, parce que c'est quand même le pire exemple qu'on puisse donner en termes d'ego footballistique, et ça confirmerait tous les clichés que certains ont sur les footballeurs en général. Ouais, bon, Ibrahimovic se la touche pas mal de ce côté-là. En plus, ça voudrait dire que Cristiano Ronaldo aurait le ballon d'or et serait assuré de l'avoir, et ça ferait quand même chier. Si, dans les souvenirs dégueulasses, tout le monde l'a oublié parce que c'était au début de la compétition quand même, ces images horribles à Marseille d'affrontements entre hooligans anglais et russes. Si, clairement, je pense que si c'est ça le pire souvenir de l'Euro, c'est bien ce début-là. Ce début avec des hooligans russes qui étaient venus casser des gueules et qui ont hélas bien réussi. Ouais, mais alors c'est vrai qu'en plus ça fait la 2e fois. Bon, les Russes, pas pour les Russes, mais c'est vrai qu'à la Coupe du Monde 98 et déjà à Marseille à l'époque, il y avait eu des problèmes avec les supporters anglais. Voilà, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça a pu déborder autant à Marseille et pas dans d'autres villes. Peut-être que voilà, ils ont été prévenus après le match contre Marseille, ils ont été un peu plus attentifs. Mais bon, voilà, comme je dis, ça fait 2 fois quand même. Donc c'est un peu bizarre. Et par contre, voilà, je vais rajouter aussi à mes bons souvenirs de l'Euro le petit message de Mesut Özil sur la qualification de la France hier soir et donc sur l'élimination de sa propre équipe, où voilà, il est revenu de façon très émouvante sur le fait qu'il pense que la France a mérité d'aller en finale de son Euro. Lui qui justement était donc il y avait déjà France-Allemagne le 13 novembre lors des attentats à Paris, et il a dit qu'il espère que ça fera du bien à la France, et j'ai trouvé ça très très beau comme message et très fair play. Je suis d'ailleurs très agréablement surpris, même si je m'attendais pas à ce qu'il soit mauvais perdant, mais je pensais pas qu'il serait aussi bon perdant certains Allemands en vraiment
mérité d'aller en finale de cet Euro. Alors ils disent, faut quand même freiner un tout petit peu parce qu'ils disent pas, on n'a pas mérité d'y aller. Ils disent carrément, on aurait mérité d'y aller. Je pense que dans leur tête aussi, on aurait préféré que ce soit Allemagne-France en finale et pas en demi-finale. Mais voilà, c'était quand même des très beaux messages de la part de certains joueurs comme Özil ou encore Schweinsteiger. Le saviez-vous? Si on ne fait rien pour la planète, rien ne sera fait pour la planète. Le saviez-vous? Le plus gros prédateur de la forêt amazonienne est un vendeur Ikea. Deuxième partie donc de ce podcast où nous allons parler de En attendant Monsieur Hulot. Donc Monsieur Hulot qui encore une fois a décidé de ne pas aller à la présidentielle. Oui, je suis tellement triste. Non, beaucoup chez ELV espéraient grandement une candidature de Nicolas Hulot sur plusieurs aspects. Tout d'abord parce que ça les obligerait pas à désigner eux-mêmes un candidat. Et je sais pas pourquoi je m'éloigne, je veux dire nous-mêmes un candidat. Ce qui toujours est très difficile, non seulement d'un point de vue interne, mais aussi en externe. Et d'autres parce que voilà, ils voient tout simplement en Hulot l'homme providentiel de l'écologie, là où je ne suis absolument pas d'accord, mais ça c'est un débat pour un autre jour. Donc voilà, c'est la deuxième fois après 2007 qu'il n'y va pas parce qu'au dernier moment il décide de ne pas y aller, contrairement à 2012 où donc il perd la primaire face à Eva Joly. Il y a toujours une relation très particulière entre Nicolas Hulot et ELV. On lui avait proposé à l'époque de participer à la fondation du mouvement Europe Écologie au moment où il s'est fondé pour les européennes. Il avait refusé et ensuite était revenu pour se présenter à la primaire des écologistes en 2012 sans jamais être adhérent. Il avait d'ailleurs dit qu'il avait voté Mélenchon, ce qui me surprend énormément, au présidentiel. Voilà, alors qu'il avait justement promis qu'il soutiendrait Eva Joly en cas de défaite, mais je pense qu'à l'époque où il a dit ça, il ne pensait vraiment pas perdre. Voilà, c'est une relation particulière. Toi, Adrien, en tant qu'observateur, on va dire journalistique, comment tu vois cette annonce? Est-ce que ça t'a surpris ou est-ce que tu t'es dit bon, il va nous refaire le même coup que 2017, le 2007, pardon, le cher Nicolas Hulot? Surpris, oui quand même si ça m'a pas étonné non plus. En ce sens que moi j'ai toujours dit que Hulot avait la fâcheuse tendance à reculer à la première difficulté et bon, je pense que là clairement il a vu que une candidature à la présidentielle c'était quand même très difficile. Enfin, je pense que tout le monde le sait, hein, mais je pense que humainement on n'imagine pas à quel point ça suppose de s'engager à mort pendant un an et d'en prendre plein la gueule. Qu'il faut vraiment avoir ça dans la peau pour le faire, et il l'avait pas. Je trouve ça très honnête de sa part de dire qu'il ne l'avait pas et qu'il ne se sentait pas de le faire humainement, parce qu'il valait mieux ça que rentrer en campagne au bout de 3 mois, de se prendre des coups, finalement abandonner ou pas forcément se retirer, mais y aller à reculons et au final se retrouver à faire 2% parce que t'as lâché l'affaire. C'est ce que craignaient beaucoup d'écologistes en 2012, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas voté Hulot, parce qu'ils avaient peur qu'il n'aille pas au bout du truc et que la première difficulté il abandonne. Je ne citerai pas le nom de la grande figure de LB de l'époque qui nous avait dit ça lors d'une rencontre avec les jeunes écolos Bordeaux, mais qui nous avait dit beaucoup de gens nous disent on aurait dû mettre Hulot plutôt qu'Eva Joly. Le problème c'est que Eva, elle au moins elle ira au bout même si elle fait un mauvais score. Hulot, je ne suis même pas sûr qu'il serait allé au bout. C'est tout à fait possible. Après, on fait de la politique fiction. Après, clairement, je pense qu'on sera d'accord tous les deux pour dire que cette présidentielle s'annonce très très mal pour les écologistes, Oui. puisque là va se poser la question de qui est candidat, et on sent très bien que Duflot le prépare à peu près depuis le 6 mai 2012. Mais qu'il y a énormément de résistance et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout, à tort ou à raison. On sent que Yannick Jadot a aussi envie d'y aller, et je cite que les deux qui me viennent les premiers à l'esprit. Donc déjà ça va être très compliqué quand on sait la capacité qu'ont les écolos à s'engueuler entre eux de façon pas forcément toujours
toujours classe. Ceci est d'autant plus qu'il va y avoir, je pense je le vois déjà sur internet et dans les discussions, il va y avoir la pression intense des supporters de Mélenchon qui vont vouloir qui vont faire ce que d'habitude le PS faisait aux écolos, c'est-à-dire non, vous présentez pas, si vous présentez, on va perdre, ce sera de votre faute. Et je sens que déjà les supporters de Mélenchon sont à fond là-dedans avec les écologistes. Donc, et en même temps... J'ai pas mal de potes écolos compatibles qui sont soit membres, soit très favorables au Front de Gauche et qui nous disent il faut une grande union. Le problème c'est que moi, un mec qui il va en solo sans consulter déjà sa propre base, donc c'est-à-dire en dehors du BG, d'ailleurs il a même pas consulté le parti de gauche non plus, mais en dehors du parti de gauche, n'a pas discuté avec le Parti communiste, n'a pas discuté avec le rassemblement des autres mouvements du Front de Gauche qui est ensemble. Donc c'est quand même un mec qui dit il faut qu'on se rassemble et lui-même refuse de se rassembler, c'est-à-dire il faut qu'on se rassemble derrière lui. Donc évidemment que je peux comprendre cette volonté de beaucoup de dire il faut qu'on arrive à faire une grande union de la gauche alternative. Le problème c'est que ça suppose des discussions qui n'ont pas eu lieu parce qu'un homme a décidé qu'il va y aller et c'est lui le vrai représentant du peuple. Donc ça me gêne énormément et voilà, pour dire évidemment moi ça me gêne, j'aurais préféré par exemple, pour moi la meilleure solution ça aurait été quelqu'un comme Christiane Taubira. Christiane Taubira, elle aurait fait l'unanimité à la gauche alternative aussi, même si c'est pas forcément une gauchiste entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui est très en proue avec des vraies valeurs de gauche. Et on aurait dit, ou les écologistes auraient dit, vas-y, on va derrière Taubira, comme ça nous on n'est pas obligé de faire nous-mêmes campagne, et du coup on va pas se ruiner encore une fois, et en plus on sera sûr de faire plus de 5% et de mettre la pression sur le Parti Socialiste, et c'est vraiment dommage qu'elle ne veuille pas, et qu'en plus, il y a trop d'égo à la gauche de la gauche pour vraiment faire une candidature unie derrière quelqu'un, que ce soit Taubira ou même quelqu'un que j'apprécie énormément, Clémentine Autain. Ouais, c'est ce que je disais quand tu disais l'unanimité à la gauche alternative. Je pense que tu vas un peu fort parce que prenez deux gauchistes, ils finissent par faire trois courants. On est quand même, la gauche alternative a quand même une fâcheuse tendance à se diviser sur des conneries ou sur des trucs tout à fait légitimes, mais bon quand même sur des choses sur des choses un peu, on va dire futiles, même si c'est pas le mot que je cherche. Oui, sur la démarche de Mélenchon, oui, clairement, c'est une démarche qui est hyper populiste et hyper personnelle, mais force est de constater que pour l'instant, ça marche. Ça marche, en tout cas dans les sondages, il fait d'assez bons scores dans les sondages et surtout, il n'y a personne d'autre. Donc oui, c'est clairement une démarche un peu coup d'État et qui moi personnellement me gêne aussi et qui me semble en dire aussi beaucoup sur le personnage en soi, mais en même temps il y a personne d'autre quoi, et je comprends que les écologistes soient dans l'embarras puisque la question, je pense qu'il n'y a aucun écologiste qui est convaincu qu'un écolo peut aller au second tour ou peut porter les voix de la gauche à la prochaine présidentielle. Donc je comprends l'embarras que ça peut susciter chez les écolos et je comprendrais aussi que beaucoup d'entre eux finissent par voter Mélenchon par dépit malgré toutes les réticences qu'ils peuvent avoir sur le personnage. Ouais, voilà, moi personnellement, ce qui m'embête un peu, c'est la cascade aussi de personnes qui avaient dit si lui il va pas, j'y réfléchis, et qui au final disent bon finalement j'y vais pas non plus. Par exemple Noël Mamère, soyons honnêtes, ça aurait été une candidature de témoignage, mais une candidature de témoignage qui aurait probablement fait plus de 5%, donc qui quand même nous aurait évité d'être dans une mouise totale et qui en plus c'est quelqu'un qui est extérieur au parti, donc on avait pu dire Noël essaye de voir pour ton financement de campagne, nous on mettra soutenu par ELV et tu vas voir ça va super bien se passer. Voilà, après pour l'instant les deux seuls qui se sont clairement déclarés c'est Jadot et enfin Jadot pas encore clairement, il a dit j'y pense. Et Duflot, Duflot on le sait depuis au plus tard depuis les universités d'été à Bordeaux où elle avait balancé son bouquin
que j'ai jamais lu au final, qui doit être très bien, mais que j'ai jamais lu. Je me souviens, j'avais une journaliste le jour de la sortie qui m'a demandé qu'est-ce que vous pensez du livre de Cécile Duflo. Je lui ai dit il est sorti ce matin, j'ai pas encore eu le temps ni de l'acheter ni de le lire, madame. Faut pas non plus aller trop vite. Et 2 ans plus tard, tu l'as toujours pas lu. Et 2 ans plus tard, je l'ai, mais j'ai commencé à lire. C'est encore pire. Oui, c'est ça, ce qui est encore pire, c'est comme les harengs de Bismarck de Mélenchon, j'ai commencé à le lire et au bout d'un moment j'ai vomi et je l'ai posé. Non, voilà, parce qu'il est plein de populisme anti-allemand primaire, mais ça sera un débat pour une autre fois. Ah bon, Mélenchon serait populiste? Tu m'apprends quelque chose. Ouais. Bref, non, du coup, moi je suis évidemment favorable à Jadot pour plusieurs raisons. C'est quelqu'un qui à la base vient de la société civile, donc qui est ancien président de Greenpeace, et donc du coup qui n'est pas trop soupçonné pour être politico-politicard, même si bon, c'est son 2e mandat de député européen, mais il a eu pour l'instant qu'un seul mandat, c'est-à-dire celui de député européen, et pour l'instant que 2, donc ça fait pas non plus énorme cumulard ni dans le temps ni dans les fonctions. Et aussi parce que je l'ai vu durant différentes campagnes, c'est un excellent orateur. Et ça, c'est le plus gros souci qu'on a chez les écolos, c'est que on a certes des bonnes idées, mais on n'a personne pour les exprimer comme il faut. Donc un Jadot, ce serait pas mal. Après, évidemment, si Duflo est candidate, je la soutiendrai. Mais dans les 2 cas, même si j'ai envie de croire à fond à Jadot, j'ai peur qu'on passe pas 5% et qu'on se tape encore la honte et qu'au final, au bout d'un moment, on va vraiment mettre la clé sous la porte, quoi. Et sous la porte de quoi? Parce qu'on va mettre notre local, donc je sais même pas si on aura une porte sous laquelle mettre la clé, quoi. Ouais, c'est très compliqué parce que enfin, j'ai l'impression que du côté des écolos, il y a il y a un sentiment de mais à quoi ça sert d'y aller à cette présidentielle, enfin vraiment voilà, à quoi ça sert d'y aller quoi, même si Jadot peut être très sympa et tout, j'ai pas l'impression que, enfin, à quoi ça servirait d'y aller si c'est juste pour se dire ouais, on va peut-être essayer de faire 5% et de pas mettre la clé sous la porte quoi. Enfin, je veux dire, je ne sens aucune motivation chez les écolos pour y aller, et je pense que je pense que c'est pour en revenir à Mélenchon, je pense que c'est exactement ça qu'il exploite. Il se rend bien compte qu'il y a personne à gauche pour lui faire de la concurrence, et du coup il s'impose. C'est très moche la façon de le faire, mais ça marche. C'est un très bon stratège. J'ai un peu l'impression qu'il nous fait du César en se disant si tu veux la paix, prépare la guerre, et lui il l'a préparé vachement en avance. Comparé à tout le monde à gauche, évidemment ceux qui sont plus en avance c'est la droite, avec Juppé qui s'est déclaré l'été après avoir été réélu maire de Bordeaux, où il avait dit non promis, je ne serai maire que de Bordeaux, je ferai mon mandat jusqu'au bout. Donc apparemment il envisage de cumuler président de la République et maire de Bordeaux s'il veut faire son mandat jusqu'au bout. Et du coup voilà, et puis Sarko qui n'attend que ça depuis 2012. Le Pen, qui est la seule candidate vraiment qu'on peut considérer au sein du Front National. Voilà, à gauche, par contre, ensuite, Mélenchon, c'était le premier à dégainer, parce que même la désignation de Poutou s'est faite après. Et Poutou, il n'y a pas eu non plus un énorme débat en interne, étant donné que tout le monde sait à quel point le FPA n'a pas très envie d'y aller non plus, mais se dit que pour qu'on parle d'eux, il faut qu'ils y aillent. Oui, donc j'ai encore envie de croire au fait qu'il y a des idées. Je sais très bien, je suis pas naïf, je sais que les gens préfèrent un truc spectaculaire, un mec qui parle très bien, et qui balance des idées comme ouais, tous pourris, etc., et que ça marche mieux. Mais j'ai pas forcément envie de voter pour lui. Donc pour l'instant, si les écolos ils vont pas, Poutou 2017, hein, et puis, parce qu'on va pas sérieusement voter pour Hollande, et puis on verra bien quel duel il y aura au 2e tour, et en attendant, voilà, j'espère qu'on aura un candidat au moins solide, et donc du coup, après avoir commencé par ce cher monsieur Hulot, je vais finir par, en attendant, Jadot. Donc c'était l'épisode 3 de JPP. Merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, d'avoir écouté jusqu'au bout. Et bien à bientôt pour un prochain épisode. Oui, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Et puis on se retrouve prochainement. Et d'ici là, allez,